Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui sur la cybersécurité au travail et dans le monde financier en particulier. Je suis Frédéric Bob, je suis vice-président communication et événements international chez Prompt. Vraiment, merci beaucoup d'être présent à ce webinaire. Le sujet du jour. Vous savez que la crise sanitaire actuelle nous a obligés à changer non seulement nos habitudes sociales, mais aussi nos relations à travers le lieu de travail. Vous avez été plusieurs et même très nombreux. Je sais notamment les membres de la Chambre de la sécurité financière qui nous regardent, travailler beaucoup d'un bureau, seul ou même de chez vous. Et on a dû s'adapter. On a dû travailler de chez nous, revoir nos organisations, s'assurer que les serveurs, les systèmes, les moyens de communication demeurent stables, fiables et performants pour nous rendre performants. Et ce faisant, la cybersécurité est devenu plus que jamais un enjeu central. Parce qu'en travaillant de chez soi, en fait, on n'est pas seul. Souvent, certains, vous avez eu vos enfants avec vous, on était tous connectés en même temps, on est sur des réseaux qui ne sont pas forcément des réseaux sécurisés comme on a sur nos lieux de travail. Et donc, il y a à revoir et à repenser tout ça exactement, notre relation à travers cette cybersécurité, sujet dont on est assez peu des experts et dont on a besoin d'experts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous expliquer tout ça, comment faire preuve de cybersécurité lorsque on travaille de chez soi, quelles sont les manières de les contourner, de les repérer. Je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est intéressant, parce que la crise sanitaire qu'on vient de vivre, elle a été profitable aussi en termes de cyberattaques. On constate une augmentation de 667% des tentatives d'hameçonnage. Et on a pu recenser 26 000 URL, c'est-à-dire des adresses courriels malveillantes qui exploitent le thème du coronavirus. L'Office des Nations Unies contre le crime a dénombré qu'en une seule période de 24 heures, du 14 au 15 avril, 170 000 pourriels envoyés à 20 000 adresses IP uniques avaient utilisé le terme Covid ou Corona pour déjouer l'attention de leurs victimes ou livrer des pièces jointes infectées pour accéder à leurs ordinateurs. Au Canada, chez nous, selon le Centre canadien de cybersécurité, 1000 sites malveillants furent créés en imitant des sites gouvernementaux, en particulier ceux de l'Agence du revenu du Canada et à la PCU. Donc, vous le voyez, personne n'est à l'abri, tout le monde est attaquable et je pense que les vidéos que vous avez vues auparavant sont là pour ça. Et les services financiers ne sont pas épargnés. C'est pourquoi on vous propose, en collaboration avec la Chambre de la sécurité financière, INSECEM, la Station FinTech Montréal, Zero Spam, GoSecure, Baker Carroll, ce expert pour mieux comprendre les cyber-risques, menaces qui accompagnent le télétravail. Il y aura des professionnels aguerris qui viendront vous partager leurs connaissances, vous donner vos conseils, répondre à vos questions pour qu'à la fin de ce webinaire, vous puissiez dire à tous vos ados, un peu de manière, avec une grande fierté, que vous avez évité un pot de miel à botnet de Black Hat. Donc, je vous rappelle aussi que vous allez pouvoir poser vos questions quand vous le souhaitez en vous connectant sur menti.com, M-E-N-T-I, en utilisant le code 51 66 61 et que vous allez pouvoir placer toutes les questions auxquelles on pourra répondre à la fin. Je vais remercier, comme je l'ai fait, donc tous nos partenaires. Nous aurons la Chambre de la sécurité financière qui nous parlera en premier, ensuite Prompt, INSECEM, une présentation de GoSecure, de l'entreprise Erosmam. Nous aurons une vidéo de Baker Carroll ensuite, et ensuite une question-réponse qui seront animées par Luc Sirois, DG de Prompt, et Amélie Dansereau, notre directrice de notre programme en financement de la cybersécurité. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à Madame Nathalie Lajeunesse, directrice de l'information et des services aux membres à la Chambre de la sécurité financière. Bonjour Madame Lajeunesse. Quelle mission a la Chambre de la sécurité financière exactement? Merci, Monsieur Bove. Alors, la mission de la Chambre de la sécurité financière est de protéger les consommateurs de produits et services financiers. Elle le fait en encadrant le travail de 32 000 professionnels qui exercent dans le domaine de la planification financière, de l'épargne collective, de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes et les plans de bourse d'études. Les membres de la CSF ont à cœur de bien servir leurs clients. Et que ce soit en pandémie ou pas, ou en personne ou à distance, ils sont tenus d'agir dans le meilleur intérêt de leurs clients. Je veux maintenant m'adresser particulièrement à nos membres qui sont nombreux aujourd'hui à nous écouter. La crise dans laquelle nous sommes plongés a nécessité pour plusieurs d'entre vous une réorganisation complète de vos méthodes de travail.
que ce soit donc par vidéoconférence ou lors de transfert de documents, vous êtes tenu et obligé de bien conserver les renseignements personnels de vos clients. Dans ce contexte, vous avez été nombreux aussi à nous demander quelles étaient les meilleures solutions technologiques pour vous aider dans votre pratique. Alors, c'est dans ce contexte que la Chambre de la sécurité financière vous offre ce webinaire. Je veux juste vous rappeler aussi, avant de quitter, que vous devez rester jusqu'à la fin de la période de questions pour obtenir votre UFC. Sur ce, merci et bon visionnement. Merci beaucoup, Madame la Jeunesse. Vous avez dit qu'il y avait de nombreux membres de la Chambre de la sécurité financière qui étaient présents. Je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de 1200 inscrits à ce webinaire. Donc, un grand succès. On vous en remercie. On va avancer. Quelques mots de Prompt et de INSECEM qui travaillent sur le milieu et le financement de l'innovation en cybersécurité ensemble. Je vais laisser la parole tout de suite à Marie-Claude Messier, vice-présidente développement des affaires de Prompt, et à Monsieur Nicolas Duguet, directeur développement des marchés INSECEM. Merci, merci Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec toi en ouverture de notre webinaire. Je dois avouer que c'est un défi quand même d'interviewer un journaliste de calibre comme toi, mais bon, j'ai accepté de le relever, alors je pars. Ça me fait vraiment plaisir, entre autres, parce qu'INSECEM a grandement collaboré et continue à collaborer et à contribuer au succès de notre programme d'innovation en cybersécurité du Québec, dit le PIC. D'abord, parle-moi un petit peu d'INSECEM. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et surtout, qui peut bénéficier de vos services, Nicolas? Oui, donc je recommence. Donc, INSECEM, en fait, Marie-Claude, c'est la grappe nationale de la cybersécurité. Et à l'échelle québécoise, un centre d'excellence numérique en cybersécurité. Ce qui veut dire essentiellement qu'on est une organisation financée en grande partie par les gouvernements québécois et canadiens, dont le but principal est de réunir, de rassembler et d'appuyer le développement d'un écosystème de la cybersécurité compétitif ici et à l'international. Donc, dit encore plus simplement, INSECEM, c'est, je dirais, le médium par lequel sortent de leur silo et commencent à travailler entre eux tous ceux qui contribuent à l'essor d'un écosystème de cybersécurité fort, qu'il s'agisse de fournisseurs de services, de start-up, de créateurs de solutions, de centres de recherche, d'établissements d'enseignement ou d'autres organismes de soutien tels Prompt, avec qui justement on travaille d'arrache-pied, notamment au sein du PIC, pour briser les silos dont je parlais tout à l'heure, forcer les rencontres et créer des conditions propices à l'émergence de projets d'innovation réellement pertinents, en fait, qui répondent aux besoins des gens qui sont ici en grand nombre, justement, comme exemple. Bien, en effet, Nicolas, on bénéficie grandement chez Prompt de vos efforts à briser ces silos-là et à motiver la collaboration des acteurs en cybersécurité. Chez Prompt, on bénéficie par la collaboration parce que la collaboration, c'est au centre de notre mission. Chez Prompt, on fait du financement de R&D collaborative en technologie de l'information et communication. Et sur la page, on voit les différents sous-domaines technologiques d'éthique qu'on supporte. On dit du financement collaboratif. Et bien, collaboratif, ça veut dire en effet du maillage et les intervenants, les grappes comme INSECEM sont essentiels à briser les silos pour faciliter ces maillages. Nos programmes permettent de financer jusqu'à 80% de la valeur totale de projet. On parle de recherche collaborative, et bien, ça veut dire collaborer. Collaborer entre le milieu académique et les entreprises. Et en effet, en cybersécurité, INSECEM, on travaille vraiment main dans la main du début à la fin des projets, à partir du moment où les projets d'innovation sont identifiés jusqu'à ce que les projets soient déjà en financement et aider les entreprises à poursuivre leurs projets durant les périodes de financement. Chez Prompt, donc, on fait du financement, on fait du maillage avec les grappes comme INSECEM et on fait également de la propulsion. D'ailleurs, aujourd'hui, on aura l'opportunité de propulser 3 belles entreprises qui collaborent au sein de notre programme Zero Spam, GoSecure et Baker Carroll. Nicolas, présente-nous quelques exemples de collaboration avec INSECEM, entre INSECEM et Prompt que tu es particulièrement fier.
Je te dirais le premier qui me vient en tête, en fait, je pense notamment au travail colossal que sont en train de réaliser certains de mes collègues chez INSECEM avec l'équipe de Prompt en accompagnant une municipalité québécoise d'importance dans un projet d'innovation spécifiquement créé pour ses besoins très, très particuliers comme organisation. Donc, on l'amène à s'asseoir directement avec plusieurs acteurs de l'écosystème. Et ça, c'est un exemple parfait de ce qu'on veut dire par contribuer à l'émergence d'un écosystème d'innovation. C'est d'autant plus pertinent que ça va concrétiser un des objectifs premiers d'INSECEM, qui est de faire le pont entre les besoins et les solutions et s'assurer qu'on protège les organisations québécoises et canadiennes avec, idéalement, le talent québécois et canadien en cybersécurité. En effet, on a bien hâte de pouvoir en dire un petit peu plus sur ce projet et certainement hâte de le propulser dans des webinaires comme celui-ci ce matin. Alors, restons accrochés au webinaire de Prompt. On aura la chance d'en entendre un petit peu plus. Nicolas, considérant le nombre de participants aujourd'hui, on a, comme disait mon collègue Frédéric tantôt, plus de 1200 inscrits. Dis-moi, quels sont les messages que tu voudrais qu'on retienne sur INSECEM et surtout sur les bonnes pratiques en télétravail? Ben, je parlais tout à l'heure de l'importance de sortir de son silo. C'est valable pour les acteurs de l'écosystème, mais ce l'est tout autant pour les citoyens et toutes les organisations lorsqu'on parle de cybersécurité. En fait, j'insisterais même pour dire que ça devient crucial, voire vital dans un environnement de télétravail. Surtout lorsqu'on parle d'un environnement de télétravail qui, comme ce qu'on vit maintenant, était largement improvisé à la hâte en raison du contexte là, de la pandémie de COVID-19. Bref, c'est une tragédie en 2020, de mon point de vue, du point de vue d'INSECEM, de voir que les télétravailleurs naviguent souvent à vue et pensent malheureusement encore, toujours en 2020, dans un pays hyper technicisé comme le Canada, que la cybersécurité, ils connaissent ça parce qu'ils ont installé un firewall et un antivirus commercial de base. Il faut se rappeler, il faut redire et redire et redire continuellement que la menace, elle est réelle. Elle est très concrète et fait chaque jour des milliers de victimes sur le sol territoire canadien. Ça, ce sont des faits. Un autre fait, il y a des ressources excellentes pour protéger les télétravailleurs, en grande partie gratuites, en grande partie facilement disponibles. Un bon exemple de ça, la page qu'on a créée, nous, chez INSECEM, sur la cybersécurité et le télétravail, à la demande expresse du gouvernement du Québec, en est un bon exemple. Un autre bon exemple de ressources pertinentes pour les gens qui nous écoutent maintenant, le Centre canadien pour la cybersécurité, une organisation fédérale qui est composée de plusieurs acteurs de cybersécurité, dont le renseignement canadien, le CCCS, mais aussi à la disposition des télétravailleurs canadiens, des ressources de grande qualité et ce, complètement, comme je le mentionnais, gratuitement. Je pense que c'est un bon point de départ. Allez sur notre page, passer en revue au moins nos 12 bonnes pratiques, allez faire un tour sur le site du CCCS et je vous assure qu'en matière de cybersécurité, ce seront probablement là les 30 minutes les mieux investies que vous allez avoir fait là, depuis fort longtemps en matière de sécurisation de votre environnement de travail. Merci Nicolas. Merci pour encore votre collaboration et ce partage d'informations aujourd'hui. Je suis certaine que les participants apprécient en savoir plus sur INSECEM et sur les trucs et astuces que vous avez commencé à donner, mais qu'on entendra un petit peu à la fin du webinaire également. En conclusion, je peux dire que le succès des programmes de Prompt est grandement lié à la collaboration des acteurs importants des domaines de technologie portés par Prompt et la relation avec INSECEM est un bon exemple. Je peux pas terminer en fait sans mentionner aussi que un élément de succès, c'est bien sûr les équipes de Prompt qui accompagnent avec passion en fait les leaders des projets de R&D. Et pour la cybersécurité, j'en profite pour remercier toute l'équipe et particulièrement notre directrice de programme Amélie Dansereau qui animera les questions à la fin. Une petite plug avant de terminer, on a vu dans les vidéos et les écrans au début dans la salle d'attente. Il y a des camps techno propulsés par Prompt et nos ados, en fait, ont été bien laissés durant la pandémie. Donc, allez, c'est pas compliqué, camp-techno.com et tous les ados qui ont besoin de réveiller leur cerveau un peu seront bien heureux de pouvoir participer à ces camps-là. Je vous souhaite un excellent webinaire et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour discuter de nos innovations. La belle équipe de développement des affaires est présentée à l'écran en ce moment. Bon webinaire. Merci.
Merci beaucoup, Nicolas et Marie-Claude. Bah oui, si vos ados veulent devenir aussi des cracks en cybersécurité et vous aider à domicile, ces camps sont là pour cela, avec beaucoup de succès. On va rentrer encore plus dans le vif du sujet et je vous remercie, Nicolas et Marie-Claude, parce que vous avez introduit vraiment de bonne manière, parce que au Québec, on est des spécialistes de la cybersécurité, vous l'avez compris, donc il y a les ressources et ça, c'est rassurant quand même. On a d'autant plus les ressources qu'on a des très, très belles entreprises et on a la chance aujourd'hui d'en avoir 3 présentes et notamment 2 en visio avec nous. Et je dois dire que je suis assez rassuré de vous écouter, David Paul-Hubert de Zero Spam et ensuite Julien Turcot de GoSecure, parce que moi, je suis vraiment une personne qui peut être cyberattaquée de manière très ambulante. J'ai une montre connectée, j'ai mon iPad, j'ai mon téléphone, j'ai mon ordinateur en face. Donc, j'allais dire, je suis peut-être à risque avec toutes ces connexions que j'ai autour de moi. Et tout de suite, je vais donner la parole à David Paul-Hubert de Zero Spam. Vous êtes, David, le PDG, le fondateur de Zero Spam, une société en cybersécurité qui offre des services de protection du courrier électronique. Vous êtes un conférencier dans plusieurs forums sur la sécurité informatique, l'info nuagique. Vous êtes diplômé de l'université, diplômé d'honneur même de l'Université de Montréal et du MIT. Vous êtes vraiment un spécialiste sur cette question-là. Vous êtes sur plusieurs conseils d'administration, notamment sur Technocompétences, le comité sectoriel de la main-d'œuvre en TI. Et vous vous intéressez particulièrement aux enjeux de la cybersécurité des entreprises. Et Zero Spam est disponible dans 22 pays actuellement, distribué par un réseau de plus de 400 revendeurs. Donc, David, c'est à vous. Dites-nous tout. Est-ce que moi, je suis à risque actuellement? Ben, en fait, tout le monde est à risque. Il n'y a pas d'exception, surtout quand on prend un médium comme le courrier électronique, où c'est rendu, on a des centaines de messages à tous les jours. Et comme le disait la vidéo, il s'agit d'un seul clic, d'une seule mauvaise action, d'une personne dans une entreprise pour compromettre la sécurité globale. Donc, nous, notre domaine d'expertise, c'est vraiment sur la messagerie électronique. Et je vais essayer de donner des exemples très concrets aujourd'hui, des exemples qu'on a vus qui devraient allumer la lumière, qui devraient vraiment faire réagir l'auditoire. David, il faut partager votre écran, s'il vous plaît. Parfait. Est-ce que ça va comme ça? Vous pouvez y aller. Parfait. Alors, bonjour, mon nom est David Paul-Hubert. Je suis président et fondateur de Zero Spam. Ça me fait très plaisir d'être ici. Je voudrais remercier Prompt et la Chambre de la sécurité financière pour l'organisation de la conférence. Ici, chez Zero Spam, notre mission, simplement, c'est de protéger les organisations des menaces qui sont véhiculées par le courrier électronique. Et pourquoi parler du courrier électronique et pas d'autres menaces comme la sécurité des réseaux Wi-Fi? Ben, pour la simple et bonne raison que les incidents de cybersécurité commencent toujours ou presque toujours par un simple courriel. Dans les faits, on a 9 incidents sur 10 qui ont comme origine un simple courriel. Donc, on est en pandémie, c'est un risque majeur, une situation anxiogène pour tous, beaucoup d'inconnus, mais on doit vivre non seulement avec la pandémie, mais son ressac virtuel en cybersécurité. Bon an, mal an, chez Zero Spam, on filtre environ 4 millions de courriers électroniques par jour. Et oui, on a constaté que l'utilisation de la COVID-19 était un thème qui était exploité par les acteurs malveillants pour des cyberattaques. Et vous allez voir des exemples concrets aujourd'hui. Et tous ces exemples-là, on les a reçus, ont été analysés par notre équipe, on les a disséqués pour bien comprendre leur modus operandi. Donc, ce que vous allez voir, c'est vraiment des exemples réels. On va les décortiquer ensemble.
Mais avant de plonger dans les exemples particuliers, j'aimerais vous parler d'une organisation que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui est assez intéressante. Il s'agit du COVID-19 Cyber Threat Alliance. Et c'est une coalition mondiale des gens de tout horizon. Ça comprend des prestataires d'envoi comme MailChimp, Constant Contact, des gens de Cisco, des gens de Microsoft, des éditeurs d'antivirus comme Kaspersky, Trend Micro, etc., des gens de la sécurité email comme nous, et j'en passe. Bref, on a plus de 4000 professionnels de la sécurité informatique qui ont décidé de travailler ensemble pour bloquer les menaces qui circulent et qui ont comme thème la COVID-19. Donc, ces gens-là ont publié une liste gratuite. On parlait d'URL et de noms de domaine. Il y a plus de 30 000 noms de domaine qui ont été identifiés. Ces informations-là sont disponibles pour toute l'industrie. Il y a des advisories, donc des avis publics qui sont publiés. Et c'est disponible. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur cyberthreatcoalition.org. Donc, je dirais que, dans le fond, ça vient prouver le bon vieux dicton qui dit que à quelque chose, malheur est bon. Donc, on se retrouve avec la COVID-19 tous dans un contexte de télétravail, mais dans le fond, qu'est-ce que ça change? Eh bien, on passe d'un environnement extrêmement contrôlé où vous avez un accès physique à votre bureau, les équipements ont été testés, les configurations sont bien contrôlées, vous avez un système d'exploitation qui est à jour, vous avez probablement un pare-feu avec une détection d'activité anormale et surtout, vous avez un expert, un informaticien qui est là, à qui vous pouvez vous référer s'il y a un pépin. Donc, vous passez de cet environnement-là extrêmement sécurisé, contrôlé, à un autre environnement, le vôtre, où c'est possiblement le poste de travail que vous avez à la maison, le PC que vous avez acheté il y a quelques années. Vous roulez peut-être une version de Windows XP ou de Windows 7, des versions qui ne sont pas supportées et qui peuvent être éminemment vulnérables. Donc, votre nouvel environnement, c'est le poste que vous utilisez pour le travail, c'est le poste que vous utilisez pour faire l'épicerie, votre magasinage, c'est le poste que vous utilisez pour le 5 à 7 sur Zoom avec vos amis, c'est le même poste que vos gamers ados utilisent et c'est peut-être aussi le même poste sur lequel il y a des activités inconnues qui se passent tard le soir. Donc, ce poste-là est éminemment plus vulnérable. David, ça veut dire donc qu'il me faudra un ordi pour chaque activité? Non, pas nécessairement un ordi, mais il faut penser à le sécuriser. Donc, il faut travailler avec vos spécialistes d'infrastructure, de sécurité pour avoir un niveau minimum de protection, que ce soit la version des logiciels, des antivirus, etc. Et il s'agit aussi d'avoir les bons comportements. Donc, oui, on peut utiliser son PC pour la maison, mais il faut qu'il soit dans un environnement mieux géré. Et en fait, les auditeurs qui sont ici, si vous en êtes pas déjà rendu compte, vous devenez vous-même le gestionnaire TI de votre réseau à la maison. Donc, c'est quand même une responsabilité qu'il faut porter. Alors, retournons aux menaces email. Quelles sont-elles, ces menaces-là? En fait, la menace email, c'est comme le trou sous la ligne d'eau de votre embarcation. C'est vraiment celui-là qu'il faut boucher absolument, parce que les attaques de hameçonnage, l'ingénierie sociale vont permettre aux cybercriminels d'actualiser et de monétiser leur attaque. De quelle façon? Avec la fraude et l'extorsion. C'est précisément le modus operandi du ransomware. Avec le vol d'identité, on a vu avec la fraude concernant la prestation de la PCU. Ça peut être avec l'installation de Keylogger, ces petits logiciels-là qui vont intercepter vos données bancaires et vider votre compte. Et plus rarement, ça peut être aussi l'installation de menaces persistantes, Advanced Persistent Threat, qui vont procéder à l'exfiltration de vos données. Il s'agit là maintenant de vol de propriété intellectuelle de vos bases de données en entreprise. Alors, parlons maintenant de la dernière évolution du ransomware. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des menaces polymorphes où
un même payload va faire plusieurs types de dommages. Et c'est une variété de malware qui s'assure de cette façon-là de monétiser de la meilleure façon leurs attaques. Je m'explique. Donc, ce qu'on voit comme ransomware aujourd'hui, c'est une approche extrêmement sophistiquée où on ne va pas juste crypter vos données et les rendre inaccessibles. Vous avez une espèce de 2 pour 1, c'est comme la pizza. Donc, le maliciel va s'installer sur votre poste de travail, mais avant de chiffrer les données, il va y avoir exfiltration. Donc, on va prendre soin de copier toutes ces données-là qui sont sur votre PC, les mettre sur un serveur bien caché. Après ça, on procède au chiffrement et là, il y a la demande de rançon. Alors, de deux choses l'une. Soit vous payez la rançon et vous avez peut-être, je dis bien peut-être, une chance de revoir vos données, ou bien vous ne payez pas la rançon et là, à ce moment-là, il y aura assurément divulgation des données qui ont été captées. Bon, si c'est un PC lambda et qu'il n'y a rien d'important, c'est peut-être pas grave, mais si vous avez une base de données avec le portefeuille de vos clients là-dessus, c'est peut-être pas une bonne chose, ni pour vos clients, ni pour vous. Soit dit en passant, si l'option c'est oui de payer la rançon, c'est peut-être une bonne chose pour les entreprises de considérer une cyberassurance. La cyberassurance va généralement peut couvrir des cas de rançon. Donc, tous les noms que vous voyez à l'écran, les jolis noms sympathiques, Maze, Acco, Clop, Reveal, ce sont tous des versions de rançon logiciel qui ont en commun la caractéristique de procéder à l'encryption. Et ça déconstruit le bon vieux adage qui disait, ben, avec un backup, je vais être correct, j'ai juste besoin de restaurer le backup. Plus vrai maintenant, parce que là, maintenant, même si vous restaurez, les vilains ont une copie de vos données. Quelques exemples maintenant de courriels réels qui ont transité par nos réseaux. Le premier exemple, c'est celui, on prétend que c'est votre photocopieur Xerox qui vous envoie un document et on vous invite à cliquer, mais là, vous n'allez pas avoir le document. Vous allez tomber sur un site web où on vous demande votre adresse email et votre mot de passe. Et une fois que les cybercriminels ont vos données, ils vont pivoter et tenter d'accéder à vos systèmes et exfiltrer vos données. Ils peuvent aussi, à partir du moment où ils ont votre courriel, entamer une conversation avec clients ou fournisseurs réels et là, procéder à des fraudes via ce qu'on appelle le CTH, Conversation Threat Hijacking, où il y a deux personnes qui se parlent, mais ce n'est pas la personne qu'on pense. Donc, c'est des attaques très sophistiquées qui fonctionnent très bien. Dans ce cas-ci, le destinataire aurait pu passer la souris et remarquer le nom de domaine, hermanosantiago.com. Normalement, ça aurait pu mettre la puce à l'oreille. Donc, c'est un cas de vol d'accès. Deuxième cas qu'on va regarder aujourd'hui, ben, je pense que c'est connu, l'Organisation mondiale de la santé ainsi que le CDC, le Center for Disease Control, ont probablement été les deux organisations les plus souvent usurpées pour livrer une multitude de campagnes de malware. Donc ici, on vous suggère un guide sur comment vous protéger. C'est une question de vie ou de mort. Donc l'urgence est au rendez-vous pour vous pousser à ouvrir un document. Ici, notez la double extension, si vous regardez au bas, .pdf, .zip, qui aurait pu également vous mettre la puce à l'oreille. Un autre cas, l'hôpital vous informe que vous avez été infecté. Il faut absolument ouvrir le document joint. Et bon, c'est l'hôpital d'Ottawa. Regardez, le document joint, c'est un document XSLM. Ça, c'est un fichier Excel avec macro. Moi, j'en connais pas beaucoup des gens qui s'envoient des Excel avec macro. Je fais vraiment pas ça souvent. Et, pardon, c'est un vecteur d'attaque très, très connu, très, très utilisé. Dans ce cas-ci, l'expéditeur avait son adresse allemande, online.de, et prétendait venir d'Ottawa. Donc, encore une fois, on aurait pu se méfier un petit peu de ce côté-là. Prochain exemple, ben, celui-là, je l'aime beaucoup parce que dans la catégorie Best of, c'est peut-être mon préféré. C'est un courriel d'alerte aux fraudes liées au coronavirus.
Alors, on dit, ben, faites bien attention, téléchargez ce guide-là parce que vous risquez d'avoir une arnaque. Donc, c'est un peu récursif, si on veut, et ça montre beaucoup d'audace de la part des cybercriminels. À la clé, ben, c'est un chargement d'une pièce infectée. Notez encore une fois l'adresse d'envoi qui est pas mal suspecte, adsmart.org. Autre exemple, celui-là, ben, le modus operandi est différent. Ben, on ne vous demande pas de cliquer, on ne vous demande pas d'ouvrir un lien. En fait, on vous demande seulement d'envoyer de l'argent avec des bitcoins, parce que des bitcoins, c'est anonyme et c'est absolument intraçable. Alors, supposément pour financer la recherche sur un vaccin. En fait, c'est… David, simplement oui. pour vous, il nous reste quelques minutes. Oui, c'est la version COVID-19 du courriel de sextorsion. Alors, bon, un autre exemple ici, qui est un autre modus operandi, c'est la version du prince nigérien en COVID-19. Donc, il faut se méfier de ça. Donc, finalement, comment reconnaître une arnaque? Est-ce que le message est attendu ou non? Il ne faut pas oublier que vous avez toujours l'option d'ignorer le message. Posez-vous la question, quel est le call to action? Qu'est-ce que l'envoyeur désirait que vous fassiez? Méfiez-vous des formules de politesse. Tous les messages qu'on a vus n'utilisaient pas votre nom. C'était Dear, Hello, adresse email. Donc, ça peut être indicateur. On invoque un sentiment d'urgence. Donc, plus c'est urgent, plus vous devriez vous méfier. La structure des URL. Faites attention. En passant votre souris, vous allez avoir beaucoup d'informations sur le site en question et c'est préférable de le faire de votre poste à la maison ou au bureau que de le faire d'un téléphone mobile. Et même si l'adresse d'envoi est une caractéristique intéressante, on l'a vu dans les exemples, c'est jamais fiable. Mon adresse email personnelle peut être usurpée pour tout le monde ici. C'est l'information qui est la plus facile à forger. Donc, ça, c'est les petits conseils pour reconnaître une arnaque. On va brancher sur une question sur Menti. Dans le fond, on va partager le résultat. On vous demande si vous pensez que votre boîte courriel est bien protégée. Donc, simplement répondre oui ou non. Et pendant que vous répondez à cette question-là, ben, quoi faire pour prévenir? Ben, la première chose, c'est avoir des filtres email efficaces. Donc, si vous avez un compte Office 365, c'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. Même chose pour Gmail. Généralement, ça va prendre un niveau de protection supplémentaire pour bien sécuriser ce type de service-là. Antivirus, ça va de soi. Normalement, votre entreprise va avoir une licence business qui peut être utilisée à la maison. C'est important d'en avoir. Il y a des versions gratuites qui existent, notamment par Microsoft. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir d'antivirus aujourd'hui. J'aimerais glisser un mot sur les pare-feux DNS. Ça, c'est vraiment méconnu, c'est gratuit et ça fait des miracles. Donc, en quelques secondes, c'est quoi le DNS? C'est ce qui fait la translation entre un nom de domaine, abc.com, et une adresse IP. Cette information-là est dans votre routeur, votre boîte de partage à la maison. Le serveur DNS qui est là-dedans, c'est celui qui est dicté par votre fournisseur de services, Bell, Vidéotron, etc. Si vous le remplacez par les 4 chiffres 9.9.9, vous allez plutôt utiliser le résolveur DNS de Quad 9 qui, lui, va automatiquement vous protéger des clics dangereux sur des noms de domaine qui sont dangereux. C'est comme une protection de dernier recours. Alors, il y a aussi le système D-Zone qui est la même chose, qui est offert par l'Autorité canadienne des domaines Internet, CIRA. Et c'est gratuit pour les entreprises de 10 employés et moins. Mon ami Julien va certainement parler des gestionnaires de mots de passe. Il y en a un excellent avec Dévolution. Il y a les gens de GoSecure qui sont là pour regarder votre posture au niveau de la cybersécurité, des tests d'intrusion, de la gestion d'incidents. Il y a les gens de Notarius qui sont là avec Consignio, une plateforme de signature électronique qui vous permet de faire signer vos SODP de documents à vos clients. Et si mes informations sont bonnes, il y aura possiblement un autre webinaire sur la signature électronique. Il y a les gens de Terranova qui sont là pour faire de l'éducation sur le hameçonnage. Ils peuvent évaluer votre propension à tomber pour des attaques de phishing. Donc, on est dans un écosystème où il y a énormément de belles ressources disponibles gratuitement ou presque. C'est à vous de les utiliser. Alors, sur ce, c'était pas mal ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'on pourrait avoir les résultats du sondage? Oui.
Alors, on va les faire apparaître. Et je vous rappelle à tous qu'il faut aller sur menti.com pour répondre au sondage et non pas sur le chat de Zoom. Ah ben, c'est quand même bien. Donc, 75 ça veut dire que les gens ont une bonne protection en place et qu'ils n'ont peut-être pas reçu le genre de menaces qui ont été Alors présentées. là, bonjour, c'est Luc ici. Alors, je pense que la question qui est affichée, c'est avez-vous été victime d'une cyberattaque? C'est la question suivante aussi. Alors, on continue de voter sur ces questions-là. C'est fascinant de voir les résultats. Parfait. Merci beaucoup, David Paul-Hubert, pour cette présentation. Donc, Zéro Spam, votre entreprise, et puis il nous apporte vraiment des réponses importantes de protection. On va passer à la prochaine présentation. Et merci, Julien Turcot, d'être avec nous. Vous êtes chez GoSecure. Hein. Donc, GoSecure est spécialisé en gestion de risques et des systèmes informatiques, notamment grâce aux services spécialisés de hacking éthique et des tests d'intrusion. C'est ce qu'on a vu dans le vidéo au tout début du webinaire. Vous êtes reconnu comme un leader innovateur en matière de solutions de cybersécurité. GoSecure, en janvier dernier, annonçait qu'elle doublera ses effectifs de pirates informatiques éthiques au Québec d'ici 3 ans. C'est un investissement de 1,5 million de dollars, et ce qui représente à peu près 70 embauches. Donc, on voit que c'est en plus un domaine où il y a de la création d'emplois et de la valeur. Julien, plus particulièrement, vous êtes un exécutif reconnu dans le domaine de la sécurité et de l'information, plus de 15 ans d'expérience, un leader d'opinion dans le secteur, vous êtes un praticien expérimenté, vous êtes exactement une des personnes qu'il nous fallait pour ce webinaire aujourd'hui. Vous êtes chez GoSecure depuis 4 ans et je vais vous laisser la parole. La petite question quand même de départ, c'est qu'on nous demande si Zoom est sécuritaire, si ce n'est pas paradoxal, sachant que Zoom avait eu des petits problèmes il y a quelques mois, mais aujourd'hui, Zoom, a priori, avec les mises à jour, est aussi employé par les renseignements canadiens, israéliens. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on est un peu sécurisé avec Zoom, mais je vous laisse un petit peu nous en parler aussi. Oui, effectivement. Merci Frédéric. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bon matin. Vous avez un café, j'espère. Il y en a un à ma gauche au cas. Donc, effectivement, pour ce qui est de Zoom, il y a eu beaucoup de mauvaises publicités récemment. Cependant, il faut savoir qu'avec les dernières mises à jour qui se font automatiquement en ouvrant Zoom, ils se réinstallent à chaque fois. Donc, faites-vous-en pas, les mises à jour sont faites. Le produit est sécuritaire, est chiffré et même on peut le protéger par mot de passe pour pas qu'il y ait de gens qui interviennent dans un Zoom puis qui mettent du contenu qu'on ne voudrait surtout pas voir. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vais passer en mode présentation. On le voit très bien, Julien. Allez-y. Merci, Frédéric. Donc, c'est ça. On va y aller avec un peu de mise en contexte. Donc, merci pour la présentation. Je vais pouvoir sauter cette slide-là. Peut-être juste la seule chose que je tiens à souligner, c'est que la cybersécurité, c'est ce que je fais depuis 18 ans. C'est ce que j'aime. On triple là-dessus. J'adore ça. Puis, je pense que ce qui est important dans un travail, c'est de l'aimer. Je commence avec quelques statistiques. Donc, 4% de vos utilisateurs vont cliquer sur n'importe quoi. Donc, ça, c'est assez paradoxal. On se dit des fois, c'est écrit gros comme le bras de ne pas cliquer là et les gens cliquent quand même. Donc, merci David tantôt pour la présentation sur le phishing et les méthodologies de reconnaître ce genre d'hameçonnage. Mais il reste quand même que les gens sont quand même tentés de cliquer. Puis, il y a une raison pour ça, je vais l'expliquer par la suite. 28% des attaques impliquent des acteurs ciblés, donc de l'interne. Donc, avant, on se protégeait beaucoup de l'extérieur. Donc, on s'assurait qu'il y avait un firewall, que les gens ne pénétraient pas le réseau, etc. Maintenant, on s'assure aussi que les employés fâchés ne font pas des choses qui pourraient faire du dommage à l'entreprise. Donc, ici, on prend comme exemple, évidemment, Desjardins, qui est un très grand exemple d'employés fâchés. Ce 28%-là a grandi beaucoup dans les dernières années. Et 17% des fuites d'informations sont identifiées comme des événements normaux. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les spécialistes de cybersécurité, même des fois, identifient les événements qui devraient être identifiés néfastes comme normaux. Donc, c'est un peu spécial, mais les hackers sont rendus tellement efficaces à se cacher et faire à ce que leur trafic apparaisse comme normal que ça devient difficile de les attraper.
Donc, pourquoi ces 4 % des utilisateurs cliquent sur n'importe quoi? Parce que l'Internet est construit pour cliquer. Hein, si vous voulez accéder à Zoom, il faut cliquer ici. Si vous voulez télécharger le fichier, il faut cliquer ici. Si vous voulez vous enregistrer, il faut cliquer ici. Et ainsi de suite. Il faut cliquer, il faut cliquer, il faut cliquer. Fait que c'est quand même un peu contradictoire par la suite quand on vous dit « Ouais, cliquez pas sur tel courriel » ou cliquez pas à tel endroit, cliquez pas à tel lien. Donc, il y a quelque chose de quand même normal. C'est pourquoi je voyais dans le chat tantôt, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on reconnaît les courriels frauduleux comme ça. Il faut être un geek, j'ai lu même dans le chat. La vérité, c'est que non, il ne faut pas être un geek, il faut avoir les bons outils en arrière qui vont faire cette protection-là pour vous. Donc, enlever directement le problème à la source avant que ça commence. Donc, étant dans les statistiques, je vais parler un peu aussi de quelques cyberattaques qui va ici parler des cyberattaques d'entreprises au Québec. Des choses qui sont plus proches de nous parce qu'on parle souvent des choses qui sont très loin, là, comme Sony s'est fait attaquer, etc., etc. Donc, dans le contexte ici, c'est des choses qui sont très, très proches. Là, on commence au printemps érable là, avec des ministères qui ont été attaqués jusqu'à le CIUS de Montréal. Puis ça continue, j'en ai pas mis plus que ça là, parce que c'est déjà énorme de choses qui sont très, très proches de nous. Je vais faire aussi rapidement, avant de continuer, l'introduction de ce qu'on appelle les adversaires. C'est qui les adversaires? Ben, c'est les hackers, ceux qui nous attaquent. C'est important de comprendre, puis ça revient un peu de l'art de la guerre là, de Sun Tzu, comprendre contre qui on se bat pour comprendre comment se défendre. Donc, complètement à gauche, on a les criminels, évidemment. Les criminels qui sont les gens qui, pour des raisons pécuniaires, là, vont faire des méfaits. Les activistes, c'est ceux qui ont une motivation avec une idéologie en arrière. Les hackers criminels, ben, ce sont les criminels qui ont évidemment transposé leurs activités, mais sur le monde cyber, qui vont aller vendre des choses sur le dark web, qui vont aller échanger des informations pour encore là faire de l'argent. Il y a les compétiteurs, évidemment, on voit ça de plus en plus. Je prends l'exemple de Bombardier. Ces compétiteurs seraient donc bien intéressés d'avoir les blueprints ou bien les documents confidentiels de cette entreprise-là. Donc, on voit beaucoup d'attaques contre compétiteurs maintenant aussi. Une nation étrangère, donc en anglais on dit nation state attack, ça fait plus de sens, mais tout ça pour dire que c'est des attaques interpays. Donc on en voit beaucoup, on entend parler la Chine, la Russie, les États-Unis, etc. Donc ce sont des attaques qui prennent place, qui sont au-delà de nous. Puis des fois on va être le tremplin de ces attaques-là ou encore être la victime d'un dommage collatéral d'une attaque d'une nation étrangère. Et l'employé fâché, comme j'ai parlé tantôt. Donc, si vous regardez, il y a une ligne en bas entre les non ciblés et les individus ciblés. Il faut savoir, souvent les gens vont dire mais moi, je ne suis pas une banque, pourquoi les hackers m'attaqueraient moi? Je ne devrais pas être ciblé là-dedans. La vérité, c'est que, plus faire une analogie un peu avec l'océan et les requins, là, un requin, sa nourriture principale, ce n'est pas l'être humain. Par contre, s'il tombe sur un être humain qui saigne dans l'océan, il y a de fortes Ah, il y a eu un problème de chances liaison. que ça l'intéresse. La même chose qu'un hacker qui va se créer. Pardon, est-ce que c'est bon? On a perdu un peu de temps? On t'avait perdu un moment, je pense. Excellent. Bon, content que tu sois revenu. Donc, j'étais en train de parler de l'exemple entre les requins et l'océan. Donc, si on est une victime qui est potentiellement vulnérable, donc il y a plus de chances qu'on se fasse attaquer. Donc, on peut souvent être le tremplin d'une attaque pour quelque chose de plus grand. Donc, souvent, on se demande, mais pourquoi on se fait attaquer? Moi, mon poste deviendra un zombie. Ben, les hackers vont utiliser ces postes-là pour rediriger un trafic ailleurs ou faire un méfait par la suite. J'introduis ici la chaîne de la cyberattaque. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça a été identifié par Lockheed Martin, qui est une compagnie de cybersécurité et de sécurité physique, évidemment. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les 5 étapes d'une attaque. Donc, ce qu'un hacker fait, la première chose, c'est l'infection initiale. Par la suite, il va élever ses privilèges, il va mettre de la persistance, donc rester dans le réseau. Ensuite, il va voler des identités, puis sortir des données. Donc, ça, c'est l'objectif principal. C'est pour ça que chez nous, on appelle ça le game over. Là. Le hacker va, par plusieurs méthodes de points d'entrée, rentrer dans le réseau. Si on arrive à s'insérer dans un des points suivants, on peut arrêter le hacker. Ce qui est encore mieux, c'est de faire de la prévention. Exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, donc de la formation, qui va nous permettre d'arrêter avant même qu'une attaque commence. Je vais survoler rapidement là, les points d'entrée de menaces informatiques. On a parlé de courriel tantôt avec David, mais il y a le message texte aussi. Je pense que David n'en a peut-être pas parlé, là, mais on le voit de plus en plus les messages textes qui rentrent aussi au travers de sites web. Les téléchargements de fichiers, souvent on va dire ben, je vais chercher une lettre, un exemple de lettre de bienvenue ou un exemple de lettre de démission. Ça arrive souvent qu'on veut partir de quelque chose d'existant, donc on va télécharger un fichier Word. Ben, malheureusement, le fichier Word avait peut-être du code
qui allait exécuter un malware. Donc, il faut faire attention aussi quand on télécharge des choses sur l'Internet. C'est un des points d'entrée. L'ingénierie sociale, évidemment, ça s'insère avec le phishing aussi. C'est les hackers qui vont se faire passer pour quelque chose d'autre. Ça peut arriver qu'ils vont essayer de faire un faux site web sur lequel vous allez vous connecter pour aller chercher votre intranet ou autre service. Dans le fond, c'est de se faire passer pour autre chose. Évidemment, le logiciel malveillant, les chevaux de Troie, les logiciels espions, les logiciels publicitaires. On voit beaucoup maintenant les faux antivirus. Dans le fond, c'est des antivirus qui vont agir comme si c'était un antivirus, mais en fait, ça récolte des données, ça les envoie à une grosse corporation pour vous envoyer de la publicité plus ciblée. Les ransomware, tantôt David en a parlé un petit peu, c'est pas toujours le principal objectif du hacker. Donc, on se pose souvent la question, est-ce qu'on paye, on paye pas? Si c'est vos images, vos données financières ou encore les photos de vos enfants, là, des fois, c'est des choses qui sont chères pour vous. Mais si c'est dans un contexte d'entreprise, ben, c'est Bombardier qui se fait chiffrer ces données. Si maintenant, on décide de ne pas payer, ben, ce que les hackers font, puis là, ça fait quelques mois qu'ils font ça, ils vont créer une enchère sur le dark web et revendre les données chiffrées à leurs compétiteurs. Donc, ça devient de plus en plus pervers, le côté de ce que peut faire un ransomware. On se fait souvent poser la question, la résidence des données. C'est quoi la résidence des données? C'est est-ce que quand je mets les données, puis j'ai vu la question dans le chat aussi, sur iCloud, sur iDrive ou Dropbox ou autre, est-ce que c'est sécuritaire? Ben, la vérité, c'est que les données peuvent être déplacées, évidemment, d'un data center à un autre. Évidemment, normalement, on préfère que les données n'aillent pas aux États-Unis dans le contexte où il y a le Patriot Act qui est une loi qui leur permet d'aller regarder peu importe quelle donnée sous prétexte d'une attaque terroriste ou autre. Donc, oui, il y a des data centers, des centres de données qui sont canadiens et donc on peut s'en assurer en demandant si c'est d'un point de vue entreprise. Si c'est d'un point de vue personnel, évidemment, ce qu'on recommande, c'est de chiffrer ces données personnelles. Puis, il existe plein d'outils qu'on pourra peut-être lister ou envoyer par la suite pour chiffrer ces données et n'être la seule personne qui, peu importe où se déplacent les données, ou soit géolocaliser les données, soit toujours chiffrées sous le seul mot de passe que nous avons créé. Donc, je parle un peu des interconnexions. Il faut savoir que quand on parle entre Québec et Montréal, le chemin n'est peut-être pas directement de Québec et Montréal au niveau de la connexion. Donc, la résidence des données, j'en ai parlé. Quelles sont les conséquences d'un incident de cybersécurité? Bien, on a listé ici un exemple là, qui est la pointe de l'iceberg au niveau de Wasaga Beach en Ontario. Donc, c'est une ville. On a vu le paiement de la rançon. Donc, c'était un nombre de bitcoins là, qui montait à 35 000 $. Mais ce qu'on ne calcule pas souvent, c'est les conseillers informatiques, le service de sécurité physique, l'acquisition de matériel, les fournisseurs. Donc, nous, on a listé, puis on a catégorisé, puis quantifié les montants qui vont avec. Donc, c'est 250 000. Puis ça, c'est sans compter l'atteinte à la réputation, puis tous les autres méfaits qui vont avec. Donc, je ne vais pas vous laisser avec juste des choses qui font peur. Là. Donc, j'ai quelques, évidemment, bonnes pratiques en vrac, mais ce n'est pas toutes les bonnes pratiques, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup. On parle de logiciels antivirus. Il en faut un, évidemment. Les logiciels gratuits, maintenant, sont de mieux en mieux, mais ce n'est pas tellement cher d'en acheter un. Évidemment, on recommande en ce moment, ce qui est en vogue, c'est les logiciels slovaques, donc Kaspersky, i7, ce sont de très, très bons produits. En ce moment, tous les autres sont bons aussi, il en faut un. Les mots de passe, s'il vous plaît, les mots de passe. Simplement, oui. Julien, les antivirus que tu présentes, ils sont à la fois, ce que j'ai vu, la question aussi pour Mac, PC. Est-ce que Mac est mieux protégé que PC? On a eu cette question dans le chat. Oui, bonne question, effectivement. Oui, c'est bon pour Mac et c'est bon pour PC. C'est une vieille philosophie de penser que le Mac est mieux sécurisé. Il l'est un peu mieux, oui, mais plus autant, dans le sens où Safari, qui est l'explorer de Mac, là, lui est vulnérable. Donc, si on se fait hacker les produits qui sont sur le Mac, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, on voit une grosse recrudescence sur les attaques sur les Mac. Ce n'est pas différent d'un PC. Là. Il y a quelques temps, c'était vrai, ça l'est de moins en moins. Donc, je reviens au mot de passe rapidement. Donc, on dit tout le temps, il faut un mot de passe compliqué, il faut un mot de passe compliqué. C'est vrai. Cependant, un mot de passe compliqué avec plein de chiffres est moins difficile à hacker qu'une phrase de passe. Donc, je m'explique. C'est quoi une phrase de passe? J'en parlais tantôt, les Schtroumpfs dansent en rond dans la rue. Ça, c'est un excellent mot de passe. Pourquoi? Parce que c'est compliqué à hacker pour un hacker à cause du nombre de positions, beaucoup plus que le nombre de caractères. Donc, ce mot de passe-là prendrait 400 ans à hacker, même si ça semble être facile. Mais pour vous, c'est facile à retenir, puis pour le hacker, c'est impossible à hacker. Donc, on recommande une phrase de passe, pardon. Sinon, il existe les gestionnaires de mots de passe. Puis ça, on recommande les gestionnaires de mots de passe, évidemment. Il y en a quelques-uns. J'ai mis des noms, là, LastPass, OnePassword, Avira,
Password Manager. Il y en a plusieurs. Il y a d'évolutions, comme David parlait tantôt. Ça retient vos mots de passe, puis ça va les prépopuler dans les sites. Ça marche aussi sur les appareils mobiles, iPhone, Android, etc. Et donc, vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir et, s'il vous plaît, mettez une phrase de passe. Donc, en mettant ça sur le gestionnaire de mots de passe, lui va sécuriser vos connexions. C'est très, très bon. On a parlé dans le chat aussi d'aller vérifier si vos comptes ont déjà été hackés dans le passé. Donc, il y a un regroupement qui a parti d'un site qui s'appelle Have I Been Pwned? Désolé, c'est en français. Cependant, vous allez pouvoir mettre votre adresse ici. C'est un site très sécuritaire là, et il va vous dire si dans le passé, un de vos comptes sur, je ne sais pas moi, Dropbox ou Apple ou Microsoft a déjà été hacké. Donc ça, ce qu'on va dire par la suite, c'est tous ces mots de passe-là, allez les changer parce qu'on a répertorié qu'ils ont déjà été hackés. Donc le lien est ici. Je pense qu'il a été mis dans le chat plusieurs fois aussi. Vous pourrez le retrouver. Dans les moyens de protection, je reviens aux moyens de protection pour accélérer un petit peu. L'authentification à 2 facteurs. Souvent, vous devez faire « Ah non, il me demande encore un SMS ». C'est vraiment important. L'authentification à 2 facteurs, c'est quoi? C'est ce que je sais et ce que je possède. Donc, qu'est-ce que je sais? C'est mon mot de passe. Qu'est-ce que je possède? C'est le code unique qui a été généré. Donc, si un hacker va voler votre identité et votre mot de passe, puis vous avez de l'authentification à 2 facteurs, il ne sera jamais capable de passer. C'est ce qu'on appelle l'authentification forte. On recommande ça. On recommande de le mettre sur, évidemment, des Google, des Microsoft. Puis là, j'ai mis des exemples. Là, vous avez déjà probablement vu ça. Votre téléphone Apple aussi là, va vous envoyer un code SMS pour ça. Donc, l'authentification à plusieurs facteurs. Je m'excuse, je parle un peu vite, effectivement, mais on va pouvoir transmettre toutes les slides là, avec les données qui sont dedans. Mettez les mises à jour. Tous les logiciels qui vous proposent de mettre les mises à jour automatiquement, faites-le. Donc, Apple est très fort là-dessus, mais les autres suivent aussi. Maintenant, activez les mises à jour automatiques pour que ça reste à jour. On en a parlé tantôt, là, David est allé sur le sujet, évidemment, de la pandémie. Donc, ça amène des nouvelles pratiques. Quand on travaille à domicile, évidemment, si vous pouvez vous brancher avec un fil Ethernet dans votre routeur, je sais que c'est pas toujours pratique à cause qu'on aime ça travailler à l'extérieur, au gros soleil, avec un bon breuvage, mais si vous pouvez vous brancher dans le routeur, c'est beaucoup plus sécuritaire. Si vous ne pouvez pas, évidemment, ben, on va sécuriser les connexions Wi-Fi en allant dans le routeur modifié pour s'assurer que vous avez paramétré ça. C'est le temps aussi d'ailleurs de rigoler un peu puis de changer votre nom, ce qu'on appelle un SSID, là, le nom de votre Wi-Fi à la maison. Moi, j'ai mis attention chien méchant, mais vous pouvez mettre aussi le nom du chien du voisin qui n'arrête pas de japper. C'est intéressant de mettre des choses drôles ici. Et évidemment, d'aller mettre une clé qu'on appelle WAP2. Dans le fond, c'est l'authentification du mot de passe de votre Wi-Fi. Il va sortir WAP3 bientôt. Évidemment, on va essayer de mettre tout ce qu'on peut au plus sécuritaire possible, ce qui empêche évidemment aux voisins d'essayer de hacker votre Wi-Fi. La sécurité des appareils mobiles, évidemment, il ne faut pas les négliger non plus. Les iPads de vos enfants, les vôtres, les téléphones. Julien, c'est sans fin. Vous nous avez terrorisés au début et là, maintenant, on voit une grande liste de choses à faire. Continue. Puis sache que dans les participants, là, près de 800 participants qui sont encore avec nous présentement, ils se posent la question, OK, on est convaincus, mais pour la liste de toutes les bonnes pratiques à faire, là, tu nous en présentes des douzaines. Et David, avant toi, mais où retrouver les listes des meilleures pratiques et les choses à faire pour qu'on puisse entamer puis prendre action? Et là, continue de nous expliquer ça, mais garde à l'esprit qu'on va vouloir retrouver ces recommandations-là en quelque part. Oui, absolument, tout à fait. Bien, je pense que Nicolas en a parlé un peu au début. Là, il y a une liste sur le site d'INSECAM. Je vois que tu es là, Nicolas. Je ne sais pas si ton micro est ouvert. Là. Oui, tout à fait. Et les points très pertinents que tu nous déclines actuellement, il y en a plusieurs qui se retrouvent là, sur la liste. Ben, d'ailleurs, la liste a été montée notamment avec les gens de GoSecure, de ZeroSum et tout. Là. En fait, on a appelé. Alors, c'est ça, ça pourrait être retrouvé là, mais on pourra aussi transmettre les slides de moyens de protection qui sont pertinentes dans le contexte. Donc, j'étais rendu aux appareils mobiles. Évidemment, il ne faut pas les négliger. Eux aussi, il faut les mettre à jour, mettre des mots de passe complexes. Si on peut, des phrases de passe, évidemment, les schtroumpfs dansent en rond dans la rue. N'utilisez pas celui-là, c'est le mien. Prenez-en un autre, mais c'est quand même un bon. Si on continue, donc, dans le fond, ce que j'essaie de dire, ultimement, c'est que la cybersécurité, ce n'est pas un produit, c'est un processus. Donc, ce n'est pas un seul produit qui va tout régler, c'est le mélange du firewall, de l'antivirus, des mots de passe-port, des mises à jour, ce qu'on appelle la défense en multicouche. Dans le fond, si on reprend la chaîne que j'ai montrée au début, la chaîne d'attaque, si on arrive à s'insérer à une des places dans la chaîne d'attaque, on va arrêter le hacker. Ce
qui est encore mieux, comme je le disais, c'est évidemment de faire de la prévention, de la formation, puis de stopper tout ça avant que ça commence. C'est Merci fascinant. beaucoup. Frédéric, c'est... Écoutez, là, je pense qu'on commence à être assez spécialiste. Avant de prendre les questions qui ont été posées, je vous rappelle aussi d'aller sur menti.com et vous tapez le code 51 66 61 et on aura des résultats. On en a un déjà. Donc, est-ce que j'ai été visé par une attaque? 24% j'ai été visé. Je dois quitter cette conférence pour changer mes mots de passe. 76%, je n'ai jamais été visé. Je mérite un quarantini. Je suis cybersécuritaire. Et on a quand même 24%. C'est quand même assez important sur l'échantillon. 117 personnes là qui ont participé à cette question. Donc, continuez, puis on va revenir tout de suite. On a un petit vidéo à vous passer, un petit vidéo sur une entreprise que l'on soutient et qu'on connaît très bien chez XChem et chez Prompt qui s'appelle Baker Carroll. Baker Carroll, c'est une compagnie qui est en partenariat avec Red Hat Security Key et Vivo qui offre aux organisations une plateforme d'urgence de transformation numérique qui permet aux organismes en fait, de migrer vers les services à distance tout en demeurant sécure. Donc, c'est vraiment extrêmement important comme service parce que c'est une plateforme sécuritaire. On a un petit vidéo avec Bruce Levy, un des responsables qui va nous expliquer tout ça. Et on revient après pour répondre à vos questions. Luc et Amélie prendront le relais. Oui, en ce moment, avec le COVID, on est rendu où il faut éliminer des transactions face à face le plus que possible. En réponse à ça, j'ai approché SecureKey, Vivo puis Red Hat. On a travaillé ensemble pour faire une plateforme qui va permettre des gouvernements puis des entreprises d'amener des services online plus vite et d'une manière sécuritaire. Le Vivo Trust Platform est une plateforme de services numériques basée sur un Trusted Identity Framework. Il crée une expérience centrée sur l'utilisateur et permet d'accéder aux services numériques et tout l'écosystème de l'entreprise en utilisant une porte unique pour accéder à tous les services. Notre vision est une seule accréditation pour tout le Canada, la transportabilité complète des informations d'identification d'un consommateur sur n'importe quelle plateforme ou zone de service dans l'écosystème canadien. Évidemment, la COVID a, si on veut, garroché cette transformation numérique-là. Elle est peut-être efficace, mais elle est vraiment pas efficiente dans la mesure où, là, présentement, je dois prouver que c'est moi qui est en train de signer. Donc, on me demande de tenir mon téléphone en visioconférence et puis essayer de me filmer. Évidemment, il doit y avoir personne d'autre dans la salle. Donc, ça commence à être un peu difficile. Donc, ça fonctionne. On peut dire que mais c'est vraiment pas efficient. Avoir une vraie plateforme qui va faire de la vraie identité numérique, à ce moment-là, on va aller chercher de l'efficacité, de l'efficiency, et puis ça peut être déployé dans un temps record à ce moment-là, étant donné que la technologie, elle existe. Surtout pour des plus petites municipalités MRC où ce que nous sommes obligés d'y aller pour un rendez-vous face à face. Comme moi, à une municipalité où ce que j'ai une ferme, pour avoir un permis de construction, il faut que j'y aille au bureau municipal. Puis pour des petites municipalités, emmener ces services-là online rapidement, d'une manière sécure, c'est pas simple. Mais une plateforme comme celui-ci peut faciliter ça incroyablement. Donc, il ne faut pas demander à l'utilisateur de changer ses habitudes à chaque fois qu'il fait une transaction. Quand, par exemple, je vais à l'agence de revenus ou par la suite, je vais aller à ma municipalité. Ensuite de ça, je vais aller faire une requête à mon gouvernement provincial. Bon, mais je ne veux pas me retrouver avec 3 façons ou 3 méthodes de prouver mon identité. Dans un monde idéal, les organismes ou encore, bref, vont s'organiser pour développer un processus et des mécanismes qui font en sorte que le citoyen puisse utiliser la même méthode lors de son échange ou encore lorsqu'il a besoin de prouver son identité numérique. C'est extrêmement important dans l'économie numérique pour que les gens qui participent peuvent avoir confiance dans le fait que l'information qu'ils partagent
sera jamais utilisé d'une manière que eux veulent pas que ça soit utilisé. Et en faisant ça, c'est important que c'est pas un zero-sum game. On protège pas cette information-là en enlevant du usability ou de la fonctionnalité. Merci beaucoup, donc Baker Carroll, pour ce vidéo et ces explications. Je vais donner le mot de la fin à Nicolas Duguay avant les questions. Nicolas, à toi, on a mis aussi sur le chat le lien aussi vers la page, vers les bonnes pratiques. Oui, alors, oui, merci. Donc, on a eu l'occasion tout au long du webinaire, puis grâce à l'éclairage hyper pertinent des experts en cybersécurité qu'on a entendu au cours de la dernière heure, de prendre la mesure de la menace réelle et concrète qui pèse sur les télétravailleurs québécois. On a aussi eu l'occasion, pendant le même webinaire, de constater qu'il y a des entreprises et des organisations qui, comme Zero Spam, comme GoSecure, comme plusieurs autres, ont une grande compétence et beaucoup d'imagination pour protéger votre environnement de télétravail. Par contre, et c'est ce qui a été mentionné aussi, on constate que les événements de cybermalveillance se sont multipliés. Se sont multipliés et en plus, on se retrouve dans une situation où, et un grand média nous le rappelait plus tôt cette semaine, les dirigeants d'entreprises canadiennes accusent un certain retard, je dirais même un retard considérable quant à leur compréhension et à leur évaluation des risques de cybersécurité comparativement à ce qu'on retrouve ailleurs en Occident. On lit ça et on fait le lien entre les analyses donc, qui prévoient que le Canada va devenir, aux alentours de 2020-2021, probablement là où l'une des cibles de choix à l'échelle mondiale des attaques informatiques, de tout ça. C'est important de le savoir. En fait, le Canada n'est pas à l'abri des cyberattaques. On a tendance à penser oui, c'est parce que les Canadiens sont trop gentils. En fait, Luc, tu as tout à fait raison. En fait, ce qu'on voit, pourquoi le Canada est très attaqué? Parce qu'on est très riche, on est très connecté et on est très naïf. Bref, on est pour des cybercriminels une aubaine, littéralement. Donc, on a énormément de boulot en matière de prise de conscience, de ce qu'on va appeler, excusez-moi l'anglicisme, de cyber awareness. D'ailleurs, c'est dans cet esprit de prise de conscience et d'accompagnement très high level qu'un ministre québécois nous a directement contactés, nous, chez INSECM, au début de la crise de COVID-19, pour nous demander, en tant que centre d'excellence numérique, de créer quelque chose pour contribuer à réduire l'exposition au cyberrisque des centaines de milliers de nouveaux télétravailleurs québécois qui sont trouvés avec cette réalité-là avec laquelle dealer. Donc, notre réponse a été de se tourner vers nos experts. On n'a pas la prétention chez INSECM d'être les experts en cybersécurité. On a le bonheur de travailler et de les regrouper, les experts, les gens de Zero Spam, les gens de GoSecure, les gens de Baker Carroll, je voyais tout à l'heure Bruce. Alors, ce sont tous oui, plein d'experts. Et là, on voit sur la présentation le lien. Donc, c'est là qu'on trouve les fameuses recommandations pour la cybersécurité en télétravail. Exactement. Donc, sur cette page, disponible depuis notre site web principal, on voit l'adresse insecm/télétravail. Vous allez trouver essentiellement quoi? Au moins 12 bonnes pratiques qui, si elles sont appliquées, vont vous faire gagner beaucoup de terrain face aux cybercriminels qui pourraient cibler vos réseaux. Ça veut dire quoi? Ça se veut simple, ça se veut direct, ça se veut efficace. On n'a pas la prétention de transformer vos bureaux à la maison en forteresse numérique ou en mini-NSC, mais plutôt de combler les manques les plus évidents. D'ailleurs, je vais conclure là-dessus. C'est très important en matière de cybersécurité. C'est notre posture à nous, chez INSECM, de se méfier du mirage technologique qui fait en sorte qu'on pense souvent qu'il faut mettre tous ses efforts dans l'acquisition de gadgets coûteux, sophistiqués. L'analogie que je fais lorsque je parle de ça, c'est que je dis toujours, ça ne sert à rien d'acheter une porte blindée si on laisse à côté toutes les fenêtres ouvertes. Donc, notre page de télétravail, ce qu'elle vous apprend à faire, c'est premièrement de fermer vos fenêtres. Donc, allez-y, prenez connaissance de nos 12 bonnes pratiques. Une fois que c'est fait, contactez un expert pour vous aider à sécuriser votre environnement de travail et vous allez avoir tout à gagner à faire ceci. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Nicolas Duguay. Merci beaucoup. Et bien, on a une des ressources pour s'en sortir. Vous savez, les Canadiens sont très gentils. D'ailleurs, le PDG de Elucidia, Martin Bertillon, à l'époque, dans un autre webinaire, nous disait qu'il y avait même eu une infiltration de cybercriminels
qui étaient venus physiquement travailler sur les ordinateurs dans le bureau et que les employés, pendant que ces cybercriminels-là étaient en train de vider les données, leur servaient des chips et des breuvages parce que c'était une petite fête de bureau, puis ils pensaient qu'ils faisaient partie de la fête. Alors, on est très gentils, les cyber-Canadiens. Amélie, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bien, j'en pense qu'on a reçu quand même plusieurs questions, puis on pourrait peut-être prendre quelques minutes pour y répondre. D'ailleurs, j'en aurais une pour David, une excellente qui dit qu'il y a une personne qui nous écoute actuellement qui dit qu'elle a reçu une tentative de fraude directement de son client réel. En fait, c'est que le client avait été usurpé, puis là, il se demande quoi faire contre ce genre de fraude-là. Là. Il dit, comment savoir, là, ça venait de mon client à moi, là. Exactement. Très bonne question. Donc ça illustre exactement le cas que j'illustrais de Conversation Threat Hijacking, où finalement, c'est l'interlocutrice qui s'est faite infecter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre le téléphone et puis appeler son interlocuteur et dire « Vous avez un problème de sécurité, appelez quelqu'un, faites jouer vos antivirus. » Donc, oui, ça arrive souvent. C'est un client, c'est un fournisseur, c'est quelqu'un qui est connu. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est les appeler et les aviser qu'ils ont un sérieux problème de sécurité. Généralement, si c'est fait avec courtoisie, les gens vont l'apprécier. En passant, oui, tout le monde, on va envoyer la documentation aux participants, ne serait-ce que de façon résumée. Et puis, on voit la question là, sur menti.com. Amélie, quelle autre question est-ce qu'on a de notre audience? Puis, on va continuer encore pendant 5 minutes pour les questions. Ceux qui se demandent, là, on va terminer vers 11h10 avec la fin des questions-réponses. J'en ai une autre qui arrive très fréquemment. Quand Google nous demande voulez-vous qu'on retienne votre mot de passe? Quoi faire, Julien? Oui, effectivement. Comme je le disais dans le chat, c'est pas un mauvais gestionnaire de mots de passe, Google. La seule chose que moi j'ai des réticences, c'est qu'il est très, très intrusif et plus gourmand que les autres. Donc, si Google sait vos mots de passe, sait qu'est-ce que vous faites, sait où vous allez, c'est peut-être mon côté à moi qui est parano un peu. Par contre, en cybersécurité, c'est comme un prérequis d'être parano. Donc, évidemment, c'est pour ça que moi, je recommande un gestionnaire de mots de passe qui est spécialisé là-dedans, comme LastPass ou OnePassword. Cependant, c'est pas mauvais, là. Détrompez-vous, il est sécuritaire, celui de Google. Julien, un gestionnaire de mots de passe comme LastPass, OnePassword et tout ça. D'ailleurs, il y en a. C'est OnePassword qui est inventé, lancé ici par une start-up montréalaise, si je me rappelle bien. Oui. Il n'y a pas, en fait, le danger de surexposer, alors qu'un hacker pourrait, en craquant cette application-là, accéder à tous les mots de passe? Oui, bien évidemment, ces outils-là se prémunissent eux-mêmes de protection. Là. Donc, eux autres vont hautement protéger les tentatives de ce qu'on appelle en anglais les brute force, là, de tentatives de craquer ce mot de passe-là. C'est pour ça qu'il faut mettre la phrase de passe là-dessus et lui créer des connexions sécurisées. Donc, le mot de passe, l'idéal, c'est même de ne pas le connaître, ceux qui créent, lui, avec les autres tiers. Mais c'est sûr que si ce produit-là se fait craquer, le produit va lui-même fermer, dans le fond, les comptes et s'assurer de tout échanger le mot de passe. Donc, ça va s'automatiser à ce niveau-là. C'est sûr qu'il faut un très bon, là, dont ceux qu'on a nommés, là, LastPass, OnePassword. Ben oui. Amélie, hey, écoute, quand on pense qu'on a tout fait, puis... mais qu'on n'est pas sûr. Est-ce qu'il y a une façon, David ou Julien, d'avoir comme une évaluation de si on est bien protégé? Comment faire pour savoir si nous sommes vraiment bien protégés? Bien protégé au niveau du poste personnel, vous voulez dire? Oui, oui. Oui, ben c'est ça. C'est une série d'outils qu'il faut mettre. Là. Il n'existe pas encore de one size fit all là, dans la cybersécurité, malheureusement. Fait que pour savoir si on a fait les bonnes choses, comment on fait? Est-ce qu'il y a comme des outils d'évaluation qui te font un score de protection ou je ne sais pas? Oui, absolument, ça existe. Cependant, ce n'est pas exhaustif. Là. Ça va faire seulement ce que c'est capable de voir. Là. Je donne un exemple. Il y en a un qui c'est checkme.com ou quelque chose comme ça. Je pourrais trouver le lien exact. Là. Mais lui, il va vous dire, on voit que vous avez une connexion sécurisée, on voit que vous avez un firewall qui bloque telle part, on voit que le mot de passe semble être complexe.
Cependant, il est aussi fort que la visibilité qu'il a, là. Fait que c'est sûr que là, si on tombe d'un point de vue entreprise, ben, ce qu'on fait, nous, chez GoSecure, c'est qu'on regarde l'extérieur, de l'intérieur, le web, les mobiles, les Wi-Fi. Donc, il y a plusieurs volets qui doivent être testés, là. Mais oui, on peut, par un outil rapide de l'extérieur, de voir si au moins la plupart des ports minimum sont fermés. C'est sûr qu'on cherche à avoir de bloquer l'hygiène de base que moi j'appelle. Hein. Tu sais, le matin, on se lève, on prend une douche, on se lave, on se brosse les dents. Ben, la même chose qu'on devrait mettre à jour son ordinateur, changer ses mots de passe, puis backuper ses données. Ça, c'est de la cyber-hygiène. Bon, ben c'est des mots de sagesse qui concluent aujourd'hui notre super webinaire avec des super experts. Amélie, dernier commentaire avant qu'on donne le mot de la fin à Frédéric? Ben, oui, n'hésitez pas à venir à nous appeler pour si vous avez un super projet d'innovation en cybersécurité du Québec. On a encore de la place et du financement à offrir. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Merci. Frédéric? Oui, merci beaucoup. Bah, écoutez, je pense que je voulais remercier parce qu'on a eu la chance d'avoir des coureurs de fond de l'innovation et de la cybersécurité présents avec nous. Remercier la Chambre de la sécurité financière, remercier INSECEM, GoSecure, Zero Spam, Baker Carroll. Je veux dire aussi que techniquement, derrière, pour que tout fonctionne bien, le script et la réalisation a été fait par Alexandre Clegon, notre directeur de communication chez Prompt. Sandra Doyon était notre coordinatrice. Notre expert en webinaire, elle a mené ça de main de maître aussi. Et surtout, je vais terminer là-dessus, c'est son anniversaire. Donc, bonne fête Sandra. On ne te voit pas, tu es derrière ton écran. Mais je vais le faire publiquement. C'est le dernier webinaire de la saison. On recommencera très bientôt. À bientôt. Protégez-vous bien. À bientôt. Alors, chers conférences, on va se faire de la cyber-hygiène. Ça va être extraordinaire avec tous vos conseils. Merci beaucoup de tous les trucs. Merci beaucoup de toutes ces informations-là. C'est un pléthore d'informations qu'on va distribuer. Beaucoup de réponses aux questions. Beaucoup de questions sont restées non répondues. On va distribuer les réponses par courriel à tous les participants. Passez le mot pour qu'on puisse vous revoir et qu'on puisse s'assurer de travailler ensemble en cybersécurité, en innovation et au-delà. Merci beaucoup à tous les... On a frappé le 1000 participants aujourd'hui à différents moments de la présentation. Vous êtes encore 700 sur la ligne 600. Et on est heureux de vous avoir avec nous. Bonne fin de journée, bonne cybersécurité, protégez-vous.